Ok. Alors, Rabban Gamliel Omer, Aseh Lecha Rav, Istalek Mina Safek, Val Tarbe Le Aser Umadut. Voilà. Alors, donc on a vu, c'est la dimension comment dire, de la droiture, ne pas sortir de la droiture, hein, et pas dans l'à peu près. Alors on avait vu dans Bechorot assez longuement il y a 2 semaines cette notion Madout, est-ce que Binadine c'était faisable, que bien que ça soit un dixième, en vérité au jugé ça pouvait être fait, c'est ce qui est un sujet en vérité passionnant, hein. Et on s'était un peu engouffré là-dedans, qu'on est dans une vie de petits pois, de bottes de petits pois, c'est-à-dire que C'est quantifié. Ah oui, voilà, quand d'ailleurs on est échangeable contre des machines au mieux, hein, non, mais c'est vrai qu'on est tout le temps à se dire, oh là là, est-ce que j'ai bien attendu 6 heures pour prendre une glace? voilà, L'infrachatrala, est-ce que j'ai bien 1,6 kg de farine? Non, c'est vrai. voilà. Et quand en vérité nos maîtres ne réfléchissent pas comme ça, et c'est pas comme ça, donc c'est rafraîchissant. Alors on en était Aval Arbot Sheka Yasek. Alors oui, alors non. Arrêt Avki Betrumat Maser. Regardez, il cite la Gemara dans Bechorot. Vous voyez, les copains, dans l'édition, là, page Nundalet. Donc, il cite la Gemara de Bechorot. Tiers de la page. Donc, la Trumat Maser Nitla Beomed. Voilà. Arrêt, Monsieur Cohen, notre star. Ah, Rav ah. Zizek. Voilà. Est-ce que tu as un texte? Non, j'ai pas de texte. C'est Non, pas mais grave. c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu vas à la télé, là, c'est quoi? C'est Netflix? C'est Je mets sur le groupe. comment Brad Pitt dans le rôle de Rav Zizek. C'est Bruce Willis. Voilà. Schla, schla, schla. Voilà. Il y a des références, pas grave. Hein. Ah, des références il y a 30 ans, je t'ai pas marqué. Ah, là, je trouve que c'est un peu dépassé. Le monde, il y a déjà eu la catastrophe nucléaire, hein, depuis. Oui, on fait sur texte. Voilà, on fait sur texte. Alors, on y va. Donc, on est dans le Derech Chaim, le commentaire du Maharal sur Pirkei Avot, sur la Mishnah 16. Alors, il a cité la Gemara de Bechorot, la Gemara de Bechorot que nous avons vue il y a 2 semaines. Arrêt, Av ki betrumat maaser sheshla shiru echad me'asara. Bien que dans la Troumat Masser, bon, j'explique pas qu'est-ce qu'est Troumat Masser, c'est censé être connu, celui qui ne le savent pas, qui dégage. Voilà. Chez Eshla, Shiro Echad Masara, il y a un dixième. Nitelet Beumdana Bemarshava. C'est pris au jugé. Donc là, on a développé il y a 2 semaines. Non, je ne reprends pas. Voilà. Ou Bemarshava Bevadaï Masser Gamken. Donc là, le prélèvement est fait. Mikol Makom Alta Belasser ou Madout. Mais ne le fais pas souvent. Hein. Je crois que c'est Bertrand, c'est toi qui avais relevé ça il y a 2 semaines. Non? Mon voisin. Ah là là. Ok. Donc, ne le fais pas souvent. Ne le fais pas Bekviyut. Où suis-je? Altabela Seromano, Rakacher Tsarir. Seulement dans des cas limites. El Lopnaï, qu'il n'a pas le temps d'aller chercher une balance. Azmutar. Alors c'est permis. Aval arbot sheka yasek viyud leaser bombana noutaset. Mais le faire fréquemment, bonsoir, ne le fais pas. Av keumdana ou karov levadaï, bien que l'estimation soit proche du vadaï, av misé istalek, tu dois te retirer de l'à peu près. Kin raoui la dame rakshiu kol masa bruri mesulakim minasafek, car c'est légitime que les actes de l'homme soient éclaircis
et pas de l'à peu près. Alors, regardez ici, des fois, quand on étudie le Talmud, n'est-ce pas, on voit des précisions, on voit que les sages rentrent dans des petits détails, etc. Et des fois, on étudie des corbanotes, on étudie des sujets de pureté, d'impureté, ou même des lois de droit civil ou de droit pénal auxquelles jamais de notre vie on sera confronté. Alors, qu'est-ce que ça sert? Eh bien, ça sert à minima de nous éduquer à ne pas faire les choses n'importe comment, à faire les choses avec précision, réfléchir quand on fait quelque chose. Vous allez me dire, c'est évident, c'est facile à dire, mais il faut une éducation approfondie pour ça. Alors, peut-être Rémi et Ignacio, vous suivez ensemble, et mon ami, voilà. Hein, ok. Bien. Voilà pourquoi. C'est quand Raoul est bal sechel. Alors, donc, encore une fois, le traité Pirkei Avot, c'est du moussard. C'est-à-dire, ce sont des remontrances, c'est des coups de pied au derrière pour apprendre comment être apte à vivre la Torah. Donc là, c'est une éducation à être précis dans ce qu'on fait et pas à peu près. Chez Karaou, il est bal sechel chez loyer oler bachocher. Car ça correspond à quelqu'un qui est un intellect qui n'aille pas dans l'obscurité. Mais vada kacher ou noeg à la mida azot ou shlemut gadol elav. Indubitablement, la personne qui se conduit de cette manière est dans une grande perfection. Car ça mène énormément de problèmes lorsque les actes de l'homme ne sont pas précis. Alors, vous savez, par exemple, il y a un métier qui est très, très difficile, c'est les commerciaux. Et moi, j'ai constaté ça. Aujourd'hui, on dit des commerciaux. Oui, enfin, autrefois, on disait des représentants, maintenant, on dit des commerciaux. Les commerciaux, tu vois, par exemple, ils te vendent quelque chose, le prix, ils te regardent, combien c'est le prix? C'est entre 100 euros, 125, 85. Alors, d'abord, ils te disent 130. Ensuite, tu vois la tranche de la personne. Euh, Regarde, si tu me prends tant, je vais te faire tant de prix. Donc, tu n'as rien de précis. Et j'ai remarqué que c'est un métier de feuge, hein, commercial. Et c'est très, très difficile dans la vie. Parce qu'après, tout est à peu près. Je ne sais pas si vous avez. Quand ils sont comme ça dans leur métier, dans leur vie, après, C'est se débrouille. Au jugé. Lorsque j'étais jeune avraire, je tirais le diable par la queue, ce que j'ai continué à faire longtemps. Et alors, vraiment, j'arrivais pas. Alors, à côté de mon étude, je cherchais un petit truc d'appoint pour avoir des rentrées. Et j'avais une Ravuta dont le beau-frère était diamantaire. Et j'ai rencontré ce monsieur diamantaire. C'était rue Buffo, hein. Rue Buffo, là où il y a des immeubles des diamantaires, vous connaissez là-bas? Non? En face de la Choule, il y a un immeuble, c'est que des diamantaires. Voilà, il était là-bas. Tu connais? Non. Non? T'as pas eu l'occasion? Alors j'étais là-bas pour se voir ce monsieur. Et alors, il m'a dit, euh, voilà, tu peux être courtier en diamant, mais c'est pas déclaré. C'est Schwarz. Hein. OK. Alors, j'ai posé la question, alors, il y avait une commission sur mais c'était pas déclaré. Rien déclaré.
Alors, j'ai demandé à mon maître, Rabbi Wabilbol, le jeune frère là-bas chez lui. Il m'a dit, si tout tu fais Schwarz avec les hommes, tu feras Schwarz avec Dieu. Schwarz, tu ne comprends pas Schwarz? Au noir. Pas déclaré, pas déclaré. C'est pas que ça veut dire pas. C'est ça que ça veut dire. Ah, C'est noir. quand tu connais pas Féro Schwarz, regarde. Attends, ta maman est ashkénaze. Le mot Schwarz, tu connais pas. Schwarzman. Schwarzfist. En fait, c'est des cours de yiddish qu'il faut faire. Non, regarde, il y a quelques mots clés. Tu connaissais Schwarz? Tu ne connaissais pas? Féro Schwarz, Shachor en Israël. Oui, il connaît que Féro Schwarz, c'est faire Féro Black. Voilà, Féro Black. Voilà, Féro Black. Bien que je ne fais pas de discrimination. Hein. Malheureusement, ne faites pas de procès. Voilà. C'est plutôt dans la manière d'être dans la famille. Ben, c'est comme il dit ici. C'est-à-dire, c'est pas vraiment halachique. C'est pire. C'est pire qu'halachique, si tu veux. C'est une éducation. On ne peut pas tout déclarer. Quelqu'un qui déclare tout, c'est un tembel. Ouais, c'est idiot. Mais il veut sauver les océans, il faut bien faire entrer les bateaux. bon, mais d'accord. Mais d'un autre côté, comment dire, que ta vie, elle soit que du on s'arrange. Après, tu t'arranges avec Dieu, tu vois. C'est ce qu'il voulait dire. Tu t'arranges, ça va. Donc, ça, en vérité, c'est ce qu'il dit ici, que c'est une éducation. La Torah, c'est une éducation à faire des choses réfléchies, pesées et précises. On y va. Alors, beaucoup de problèmes viennent quand l'homme fait des choses pas précises. D'autant plus que c'est légitime par rapport à l'homme qui a un intellect, que tous ses actes suivent l'intellect précis. Bien que Yoshua ben Paria, quelques Mishnayot plus haut, il dit fais-toi un maître, acquiers-toi un raver. Et visez à Mahamar Beshem Rabban Gamliel, c'est Bevada Metzal Mida Acheret. Ici, c'est un autre sujet. Ici, on te dit que Asselecharav, c'est un autre aspect du problème. Et visez à Mahamar Beshem Rabban qui c'est Bevada Metzal Mida Acheret, qu'il est malin, marche et kne l'orav. Pourquoi t'acquiers un maître? Chez l'eau, il y avait les déissours de ne pas arriver à une faute. Fait qu'Alamar chez nous, ici, bien qu'il ne veut pas s'appuyer sur son étude pour la halakha, il me colse ikne lo rav shoter malak asher le rav shemelo rav en lo Torah brura rak Torah besafek. Regardez ici, c'est excellent. Il y a plusieurs aspects pour lesquels c'est nécessaire d'avoir un rav. D'abord, tu as étudié, tu arrives à une conclusion, mais tu peux te tromper. Donc là, c'est l'enseignement de Yehoshua ben Beraria, fais-toi un maître pour ne pas te tromper. Maintenant, c'est autre chose. Il faut un maître pour savoir les choses de manière précise. Un maître, il te transmet une tradition. Il a appris. Si tu es autodidacte, tu vas dans l'obscurité. Donc le maître t'enseigne des choses qu'il sait. Or, il y a besoin de savoir. Il y a une transmission. Donc c'est la même phrase, mais qui veut dire deux choses différentes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter la multiplication de problèmes? Non, bon, alors, mais ça, c'est pas des maîtres. J'ai vu sur YouTube Rav Tartampion, j'ai vu sur Torah Box, bidule truc,
j'ai vu sur machin chose, sur yeshiva.com, chose. Là, c'est pas un maître. Un maître, c'est quelqu'un avec qui tu vis et que tu apprends. C'est ça. Maintenant, d'un autre côté, on te dit que quelqu'un qui n'apprend que d'un maître, il n'a pas de bracha. Il n'a pas de bracha dans son étude. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais un maître, c'est quelqu'un avec qui tu vis, avec qui tu... Pas que. C'est-à-dire qu'il est tout seul aussi, qui parle lui-même. Non, C'est quoi le pas que? Qui en a Il étudie plusieurs. non, quelqu'un... Non, quelqu'un... Non, ici, quand on parle de maître, c'est un maître avec qui tu as un chimouche. Un maître avec qui tu as un chimouche qui te transmet, qui a une volonté de transmettre et les capacités de transmettre. OK. Maintenant, on te dit ici que tu n'apprends que d'un maître et pas d'autres maîtres. Alors là, tu n'as pas de bracha dans ton étude parce que c'est trop focalisé dans un sens. Des fois, c'est difficile d'avoir du chimouche avec plusieurs personnes. Oui, mais au fil des années, si tu veux, au fil des années, tu peux avoir du chimouche pendant 10 ans, 15 ans avec un maître. Après, tu apprends avec un autre maître. Voilà. OK. Donc ici, c'est magnifique. Il dit, il y a deux notions. Yoshua ben Perachia, il t'enseigne. Yoshua ben Perachia, il t'enseigne. Là-bas, c'était un autre sujet. C'est pour ne pas se tromper. Donc là, tu as besoin d'un maître. Mais même si tu as étudié et que tu arrives à une conclusion, tu peux te tromper. Donc, il faut un maître. Maintenant, c'est autre chose. C'est que tu étudies et tu es autodidacte, tu vas dans l'obscurité, tu ne sais pas. Par exemple, nous, on étudie, là, de 13h à 14h, on étudie le traité Khoulin. On est dans le 7e chapitre, les graisses interdites. Les graisses interdites. Et si tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit, tu peux étudier la Gemara en long, en large, en travers, tu ne comprends pas. Il faut apprendre. Il faut un rave qui a appris sur une vache, il te dit voilà, cette graisse est interdite, cette graisse est permise. Par exemple, quelqu'un, il étudie Nida, il y a les ktamim, tu as des tâches qui sont pures, des tâches qui sont impures. Tu peux connaître la Gemara par cœur, tant que tu n'as pas un maître, ça c'est pur, ça c'est impur, c'est zéro. Il faut apprendre. Ah, c'est les travaux. Ouais. Mais d'abord, Raoul, il faut que sa Torah soit précise. Kabbalah, Kabbalah, Adilel, Veshamay. Maintenant, on ne dit pas, alors regardez, ici, dans la rédaction du traité, il y a un chidouj. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas Rabban Gamliel a reçu de Shammai et Hillel. Jusque-là, on dit un tel a reçu de et là maintenant, quick. Pourquoi? Ici, on ne mentionne pas que Rabban Gamliel a reçu de Shammai et Hillel. Car la transmission n'était que jusqu'à Hillel et Shammai. Dans Sanhedrin Pechet, or, dans le Sanhedrin Pechet, mais chez Rabou Tamidé Hillel et Shammai, chez lo Shimshu Kol Tzorkan, Rabou Machloket Beisraël Benase Torah Keshte Torot. Le car lo Zachar Kabbalah Meilal Veshamay Vila. Parce que la Gemara dit qu'à partir du moment où il y a eu beaucoup des élèves de Hillel de Shammai qui n'ont pas fréquenté assez, alors se sont multipliées les discussions dans Israël. Venase Torah Keshte Torot, la Torah était comme deux Torot. C'est pourquoi on ne mentionne plus à partir de Hillel Shammai Kabbalah. Il n'y a plus de transmission. On ne peut plus dire que c'est une transmission unifiée. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que, alors, alors, bon, ça, il faut méditer. Qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Qu'à partir du moment où on voit, parce que entre Monsieur Hillel et Monsieur Shammai, il n'y a eu que trois sujets où ils n'étaient pas d'accord. Et après, Bet Hillel, Bet Shammai, il y a plein de sujets.
Donc là, avant, c'était voté, et même on a vu, nous, dans nos études multiples et diverses, qu'ils arrivaient à se mettre d'accord. Ils arrivaient à se mettre d'accord. Mais à partir de là, ils n'arrivaient plus à se mettre d'accord. Ils n'arrivaient plus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a dit la dernière fois, que Shammai et Hillel, c'est contemporain de l'ère chrétienne, début de l'ère chrétienne. C'est environ 70 ans, 80 ans avant la destruction du Second Temple. C'est Hérode. On avait dit la dernière fois qu'il y a eu un changement spirituel majeur. À partir de ce moment-là, la terre d'Israël était, comment dire, sous domination romaine complète, puisque Hérode, c'était des Romains. Donc, il y a un changement spirituel majeur. Or, les Romains, c'est une société très violente. C'est un peu comme nous aujourd'hui, on est dans une société violente de machines, d'efficacité. Rome, c'est l'efficacité. On est laminé par ça, donc on n'a peut-être pas la disponibilité pour apprendre. Je sais pas. Mais Mara, elle dit que c'est à cause de la multiplication des éléments. Et, je ne sais pas si c'est en lien avec soit l'histoire d'Hillel, où après lui, leur bête de vache sont payés, l'histoire de Rabban Gabriel. Oh, c'est après, c'est après. Mais après aussi. Mais peut-être qu'en ouvrant le corps du bête de vache, Ouais. il y a trop d'élèves. Alors, vous voyez ici, ce que tu relèves, Jonathan, est un problème auquel je préfère ne pas réfléchir. Shelo Shimshu, Shelo Shimshu. C'est vous voyez, euh, 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 le point, je vous dis une réflexion que ça me suggère, mais qui fait mal à la tête, c'est que, par exemple, en Israël, par exemple, au Hachem, il y a énormément de gens qui étudient la Torah. Ce qui est un point très impressionnant. Maintenant, d'un autre côté, dans les yeshivot, les maîtres n'ont pas la volonté véritablement de transmettre. Ça dépend. Mais une volonté vraiment de partager avec leurs élèves et de transmettre véritablement un enseignement. Lorsque mon fils Shimon, c'était il y a un peu plus que 20 ans, était dans une très bonne yeshiva, il avait un enseignant très bon et ils étaient, je ne sais pas, 80 à son cours. Il y avait 5 cours, quoi. Il y avait 400 élèves dans cette petite yeshiva. C'est une petite yeshiva, 400 élèves. Aujourd'hui, c'est une petite yeshiva en Israël. Alors, il a dit à ce maître, mais regardez, pourquoi vous ne faites pas une yeshiva avec 20 élèves? Ce serait vachement mieux. On vivrait avec vous, vous pourriez me transmettre. Il m'a dit, ce maître qui est très très bon, n'a même pas compris la question. Il n'a même pas compris la question. Et je vais vous dire aussi que il y a de ça, je fais ça à la louche 40 ans, il y a les Shivas de Slabodka à Bnei Brak, grande yeshiva, très grande yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, c'était Rav Mordechai Schulman. Rav Mordechai Schulman, qui était Rav Mordechai Schulman, qui était le gendre de Rav Isaac Sher. C'est Rav Isaac Sher qui a fait venir les yeshivas de Slabodka de Lituanie en Israël à Bnei Brak. Rav Isaac Sher,
C'était, si je ne m'abuse, le gendre du sabbat de Slabodka, du fondateur de l'Yeshiva de Slabodka, à Slabodka, là-bas, près de Kovno, en Biélorussie. À l'époque, c'était la Lituanie. Alors, ok, Rav Montré Schulman. Et Rav Montré Schulman, à la fin de sa vie, était pas tellement actif. Et c'est un de ses fils, Rav Nosson Schulman, qui était le Rosh Yeshiva effectif. Que moi, j'ai connu quand j'étais jeune homme à Prague, je connais Rav Nosson Schulman. Quand Rav Montré Schulman, qui était un ami de Chazonish, un ami intime de Chazonish, est décédé, alors Rav Nosson Schulman, il a voulu créer une yeshiva avec 20 élèves. Il n'en avait pas une yeshiva avec 500 ou 600 élèves, avec une yeshiva 20 élèves à Jérusalem, ça n'a pas marché. Après, il est venu à Strasbourg, parce qu'il aimait bien les yeshivas de Rav Bitbol, il pensait que là-bas, c'était vraiment, c'est comme ça qu'il faut enseigner. Une petite yeshiva, 20 élèves, c'est parfait. Et il a terminé ses jours là-bas à Strasbourg. Moi, j'ai bien connu là-bas à Strasbourg, à Masson-Chou, très bien connu. Là, avec mon épouse, on était très proches avec Rav Nosson et son épouse. Et c'est très rare dans les grandes yeshivot aujourd'hui, un, 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 un vécu véritable avec des maîtres. Très, très, très rare. Très rare. Donc, ça fait un peu mal à la tête, ce sujet. Ouais. Mais si je reprends dans le texte, c'est qu'on a commencé par dire vers le Talmud Barbé. C'est ça, on a une tension entre deux exigences contradictoires. C'est bien, très bien. Très bien. Dès que je reviens au texte, je dis des choses qui peuvent être pertinentes. Hein. Ben voilà. C'est la preuve. Oui. Voilà. On t'aime bien. Même. Voilà. Donc, Amidou Tamidé Marbé, d'un autre côté, il faut qu'il y ait une transmission proche. Alors, comment on fait? Il faut arriver à être dans ce tiraillement. On y va? Alors, donc après, on ne peut plus de Kabbalah parce que c'est parcellaire. C'est parcellaire. Il n'y a pas une transmission complète. Donc, nous, on est 2000 ans après ça. Donc, on peut imaginer le gap. Vinire Machelo Zachar Gamken Rabban Shimon Beno Shel Hillel. וזכר רבן גמליאל שהיה בנו גם כן, ולא זכר רבן גמליאל שהיה אביו של רבי שמעון בן גמליאל, שהזכר בסוף הפרק עד 3 דברים. כולם היו נשיאים כדאיתה בסוף פרק כמה דשבת ט"ו. הלל ושמעון וגמליאל שמעון נהגו נשיאותם בפני הבית 100 שנה. Alors maintenant, là, après Shama Hillel, il y a Rabban Gamliel. Alors, vous comprenez que là, il y a un problème. Parce que là, il y a Rabban Gamliel et il y a Shimon, Rabban Shimon ben Gamliel, mais Rabbi Shimon, le fils de Hillel, est mentionné dans le 3e chapitre. Non, une seconde. Non, une seconde. Non. Machelo Zachar Gamliel, Rabban Shimon, le fils de Hillel. Mais il a mentionné Rabban Gamliel, qui est son fils. Oui. Alors, après tu as Rabban Gamliel, ensuite tu as Shimon, ensuite Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, Nochan Mod, une seconde. Alors, tu as Rabban Gamliel. En vérité, le fils de Hillel, c'est Rabbi Shimon. Comme on voit dans la Gemara de Shabbat, tu as Hillel, Shimon, Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel. D'accord? Il y a deux fils, non? Donc, tu as Shimon Beno Ouais. Et Rabban Gamliel. et Rabban Shimon ben Gamliel.
Non, mais Shaya Beno Gamken. Zecher Rabban Gamliel, Shaya Beno Gamken. נראה, מה שלא זכר גם כן רבן שמעון. C'est-à-dire que lui, on l'a pas mentionné dans la Mishnah. Rabban Shimon, le fils de Hillel, n'est pas mentionné. On a sauté. Non, On a sauté. mais Zachar, Rabban Gamliel, Shaya Beno Gamken. Mais on a mentionné Rabban Gamiel qui était. Quoi, il y a un oncle et un neveu qui ont le même nom, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a un Rabban Gamiel Ben Hillel, c'est le Beno Gamken, Ouais. et un Rabban Gamiel Ben Shimon. Alors regardez, on va faire un tableau. C'est bon les zoomers là, monsieur David Cohen, il suit là? Où est-ce qu'il est, monsieur David Cohen? Nous, Je suis là, je suis là. tu es là. Je suis Oui. là, je suis. Tu suis, d'accord. Alors, on fait un tableau. Bon. Enfin, tu as Hillel. Hillel. Tu as Rabbi Shimon. Oui. Rabbi Shimon. Tu as Rabban Gamliel. Rabban. Gamliel. Rabban Gamiel, c'est le fils de. Bah, regarde, marquez là. Parce que Zara Rabban Gamliel, Sheila Beno Gamken. Shaya Beno Gamken. Ensuite, Hillel, Shimon, Gamiel, Et donc, il y a Shimon ben Gamliel. Donc, Gamliel, il a eu un Shimon, mon fils. Shimon. Alors, tu as Shimon ben Gamiel. C'est le Shimon. fils de Rabban Gamliel. Shimon. Il aurait pu l'appeler Fradji ou. Non. Bah, il appelle du nom de son frère. Ben Gamliel. Non, il doit appeler Mahmoud. Shimon ben Gamiel. Magnifique. Shimon ben Gamiel. Alors, une seconde. Non, ensuite, tu as Shimon ben, et ensuite, tu as Shimon. Tu as Shimon Beno. Et ensuite, tu as Rabban Shimon ben Gamiel. Quelle est la différence entre Shimon, le fils de Gamiel, Ça, c'est le même. comment? C'est quoi le même? On a dit. Shimon Beno et Rabban Shimon Gam, c'est le même? Bah oui, puisque il est Shimon Beno ben Gamliel. Donc, Oui, mais là, il veut dire que Beno chez Hillel, et pas Beno chez c'est Gamliel qui est Beno chez Hillel. On dit Beno, Non, moi, ce que je pense, Si, si. c'est que la Rabban Gamiel, tu as un deuxième Rabban Gamiel. chacun de. Et là, tu as Rabban Shimon Je leur mets des numéros. et Ben Gamiel. Dans cette configuration, on a encore un. Voilà. Pourquoi? Parce que la dernière Mishnah, c'est lui. Là, tu as Shimon Beno. Shimon Beno. Shimon Beno et Rabban Shimon Gamiel, ce n'est pas le même. Vous en conviendrez. Non, mais allez, là, les mecs, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes dans le congélo, là? Vous êtes en mode Picard.fr ou quoi? C'est le jour férié, c'est les endormis. Non, c'est pas Picard, là. Non, Shimon Beno, c'est le premier, c'est le fils de Hillel. L'aliénation, elle est sans nous, là. Fils de Hillel. Alors, Et c'est Beno chez Hillel. Rabbi Shimon, c'est pas ton dernier, là. C'est le premier. De l'autre côté. non, Ranmol, encore une fois. Encore une fois. Chez Ozragam, Rabban Shimon, Beno chez Hillel. Alors, ce Shimon, c'est un fils d'Hillel. Vizara Rabban Giel, Kada, Shaya, Beno Gamken. Beno de Hillel ou Beno de Rabban Shimon? Vélo, Zara Rabban Giel, chez Aviv, chez Rabban Shimon. Et, il n'a pas. Voilà, très bien. Lui, il est passé à la trappe
Lui, il est passé à la trappe et lui, il est passé. Il mentionne lui, qui est Beno, et lui. Et lui, il passait à la trappe et lui, passait à la trappe. Bien, nonobstant le fait que eux étaient aussi des Nessiim. Voilà. Donc là, voilà, c'est bon. C'est Ils n'ont clair. rien dit qui méritait d'être gravé dans la Mishnah pour la postérité. Je ne sais pas. On y va? On continue. Véniré. Véniré. Les Bisman, Rabban Shimon, Beno, Shelilen, Aya, Rabban Yochanan Ben Zakkai, Gamken, Manig, Gamken, Gadol, Kamoto. Parce qu'on sait que Rabban Yochanan Ben Zakkai c'était un élève de Hillel. Hein? Ça, c'est la Gemara, il y a deux fois dans le chasse. On dit que Rabban Yochanan Ben Zakkai, c'est un élève de Hillel, le plus petit élève de Hillel. Le plus grand, il s'appelait comment? Celui qui brûlait l'oiseau, là. Oui, Oui, mais je... Jonathan Ben Uziel. Voilà. Et Rabban Yochanan, c'est le plus petit. Mais Rabban Yochanan Ben Zakkai, lui, est contemporain de la destruction du temple, comme on le voit dans le traité Gittin. OK. Et que il était aussi chef du peuple juif. Les Bechol Magom Rinan, mais Shera Rabaïtkin, Raman Ben Zakkai, vous mettez d'imiter Hillel. Quand le temple a été détruit, on voit plusieurs fois Raman Zakkai, qui était des élèves de Hillel, a fait des institutions. Raman Zakkai, Manig, Nasik, Gamken, Naskir, Shnem, Yevshar, Shelo Ayou, Minazugot. Et mentionné l'un sans l'autre, ça faisait, ils étaient pas au Shechan, Nasir, Sheva, le Karl Ozara, Echad, de Haïm, Meniat, Mafkat. Parce que lequel des deux tu vas enlever? En vérité, ce n'était pas des zougotes. Mais ici, il y avait deux chefs de la génération. Aviv chez Rabban Shimon ben Gamliel, Aya Rabbi Lazar ben Nazar, Yasha Gamken Nassi. Donc là, Rabban Gamliel, c'est le fameux Rabban Gamliel de Yavne. Hein? Là, contemporain, tu as Rabbi Lazar ben Nazareth. Ce qu'on sait que ce Rabbi Lazar, il a été Ben Nazarien. Et ce qu'on sait que ce Rabban Gamliel a été évincé un temps, on a mis à la place Rabbi Lazar Ben Nazareth. Ah, oui, voilà. Alors, une seconde. Les fameux 70 rangées de poils blancs qui ont poussé la Et ça, c'est Rabban Shimon ben Gamliel et son fils, c'est Rabbi. Alors, mais ce qu'il dit, le Maharal, moi, je ne gère pas vraiment, parce que Rabban Shimon ben Gamliel, ce Rabban Shimon, pas Rabban Shimon, ce Rabban Shimon ben Gamliel, c'est même si un des 10 ont été tués par les Romains. Donc, la destruction du temple. A priori, ils sont à cheval sur les deux générations. Rabbi Elazar ben Nazareth, on peut prendre Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a vécu La destruction. Or, on sait que Rabban ben Zakkai, Ok. On continue. La Mishnah suivante. Donc, là, c'est Shimon, le fils de Rabban Gamliel, le premier Rabban Gamliel, d'accord? Bien. Shimon Beno Omer. Shimon, le fils du premier Rabban Gamliel, dit Kol Yamai Gadalti Ben Achachamim. Donc là, maintenant, on est contemporain de la destruction du temple.
Shimon, son fils, dit Kol gamai yamai gadalti ben achachamim, velo matzati la gouf tov et la shtika, velo amidrash ikar, ou velo amidrash ou ikar, et la maase, vechol amarbe dvarim mebichet. Donc ça, éloge du silence. Éloge du silence. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les Charamim, je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Et ce n'est pas l'analyse le principal, mais l'acte, et tout celui qui multiplie des paroles amène la faute. Pour le corps, pas pour la mission. Pour le corps. Alors, le mar. Kol yama galatim el chachamim, velo matzakti la guf tov el ashtika. החכם הזה בא להזהיר על תיקון הגוף של אדם. Ce chacham vient nous enjoindre, nous prévenir sur le corps de l'homme. אחר שראה אביו רבן גמליאל נתן מוסר לאדם שיהיו מעשיו כמו שראוי לאדם בעל שכל, שלא ילך בחושך כמו שהתבהר. Une fois qu'il a vu que son père a mis un enseignement cinglant sur l'homme, que ses actes correspondent à l'homme maître de l'intellect, qui n'aille pas dans l'obscurité comme on a vu. Baou velamad moussar atikun adam shubal gouf. Maintenant, il vient donner des remontrances à l'homme en cela qu'il a un corps. Donc le tikkun du corps, pas seulement de l'intellect, mais du corps. יש לשאול, למה הוא צריכה לומר כל ימה גדלתי בין החכמים וכו'? Pourquoi dit-il, toute ma vie j'ai grandi parmi les chachamim, etc. Ça veut qu'à dire, la parole, comment dire, la parole, Rien à dire. Le proverbe, le silence la est d'or. parole est Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Le silence est d'or, la parole est d'or. Non, voilà. non. Et la parole est d'argent. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. C'est comme ça, le Ah bon? Pas le proverbe français. Ah non, non, ça c'est Non, en comment dire, en serbo-croate. Non, le proverbe français, c'est le silence est d'or. Le silence est Et après, il y a quelqu'un qui a rajouté, je ne suis pas sûr que ce soit le même, et la parole est d'argent. Mais au départ, il n'y avait même pas la parole est d'argent. C'était le silence est d'or. Le silence est d'or. On parle. Mais c'est pas. Comment? C'est un proverbe. Sagesse populaire. Ouais. D'accord. Alors, donc pourquoi ne dit-il pas j'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence? Il a dit toute ma vie, j'ai grandi parmi les femmes. Qu'est-ce que c'est lié avec le silence et tout ça? Voilà. C'est une Kabbalah, peut-être? On va voir. Silence, suspense. Voilà. Haute cachée. Deuxième question. Maïnia lazé vélo amidra shikar et lamassé ikar. De plus, quel est le lien avec tout de suite? Il dit, ce n'est pas d'analyse le principal, mais l'acte. Donc il commence que la gloire du silence, et après il dit, c'est pas l'analyse principale. Et ensuite il revient au premier sujet, celui qui multiplie la parole amène la faute. Donc on dirait qu'au milieu il y a un sujet, oui, c'est... Après l'Express, cette expression, elle vient du thème. Mais j'ai pas j'ai pas de référence précise. D'après l'Express. Ok, d'accord. Il me vient quand même quelque chose. On va demander à ChatGPT. Comment ça se fait que la Torah n'en dit rien? On attend que la Torah écrite ne nous dit rien là-dessus. C'est étonnant aussi. La Torah qui est censée être notre guide dans notre vie, quoi, non? Je sais pas. C'est peut-être l'Agma, mais passé par le christianisme, le silence est d'or. Tu vois, il y a plus ça sort. Mais là, c'est une réflexion qu'on pourrait faire sur d'autres sujets dans le Pirkei Avot. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même. On a des passages entiers de la Torah sur comment construire une cabane pour faire les de Corban, d'autres trucs. Mais l'essentiel de notre vie, c'est pas forcément écrit. Bon, d'accord. Ok, on va méditer à ta question. Alors, d'autre part, la shol lo matzati la gouf tov beshtika.
Il dit, je n'ai pas trouvé pour le corps mieux que le silence. Il aurait dû dire, l'omatzati l'adam tov. Pourquoi le corps? Votre caché, de plus. Il a dit, kolamar ben dvarim mevechet. Donc, en vérité, c'est un verset explicite. Berov de Barim, lo yerdal pesha. Dans trop de paroles, tu ne peux pas t'empêcher de fauter. Alors voilà, tu l'as dit, Bouffi, tu as un verset, tu fais le malin. Toi, tu dis, il vaut mieux se taire, tant mieux fait de te taire. Voilà. Et donc, le mec, il dit, je plaide pour le silence. Il dit, bah, ce que tu dis, on le sait déjà. Et toi? Elle est bonne. Alors, Piresh Rashi, שרוצה לו אמר, כל ימה גדלתי דלתי בין החרמים ולא מצאתי לגוף. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages, je n'ai pas trouvé pour le corps. לא אמר, שאף אצל החכמים מצאתי שיפה שתיקה להם, שכך היו נוהגים בשתיקה. Même parmi ceux qui auraient des choses très intelligentes à dire, même parmi ceux-là, ben, la shtika, c'est encore mieux. Ouais. Bah, Compliqué hein, pour la transmission, le shimouch, le shtiga. c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez Oui, lu un livre? une partie. Ouais, Est-ce que vous avez lu un livre? Je ne peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais il y a un point important, juste, le point clé du livre, c'est l'élu de Chaim Potok. Oui, bah oui. Moi, je dirais que c'est un bon livre. Moi, Ouais. moi, je dirais même que c'était un très bon livre. Moi, j'ai trouvé ça très Et bien. c'est quoi alors le point? Le point, Oui, bah, du coup, l'élu, comment on dit en espagnol? Quelqu'un qui parle espagnol? L'élu. ça s'appelle The Chosen Comment? en anglais. The Chosen. Ouais. Et tu connais El Echino et Chaim Potok? Ouais, c'est un classique. C'est un classique de. Voilà, classique, disons. Bien sûr, moi j'ai Il y a eu un film, il y a eu un film même. il y a eu un film, il y a eu bien sûr. J'avais fini vers 18 ans, mais j'ai complètement oublié. Hein? Je me rappelle, ils ont joué avec une baseball, c'est pas avec un truc de baseball. Oui, au début. Non, non, non. Au début, c'est le début. C'est comme ça qu'il rencontre le fils du rabbin chassidique. Non, mais il lui envoie la balle de vêtements. Bon, oui, c'est le shtika, mais c'est horrible dans le bouquin. C'est quoi le point là? Le point, c'est la pédagogie par le silence. Je vous donne un exemple. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Usher Freund, qui est décédé il y a une trentaine d'années, un peu moins de 30 ans, qui était à Meachari. Alors, vous trouvez je pense, sur Internet, sur Rav Usher. Tu as déjà entendu parler de Rav Usher Freund? Il était de la Haïdar Haradit, je crois. Oui. Ah ouais. Non, Non? tu avais un Rav Freund de la Haïdar. Non, là, c'était un rabbi chassidique. Un rabbi chassidique, Rav Usher. Peut-être de la même famille, hein, mais Rav Usher, que je suis allé le voir une fois. Alors, ce Rav, tout le monde allait voir pour avoir des bénédictions, des conseils, etc. Tu arrivais, par exemple, il y avait beaucoup de monde, tu arrivais à 8 heures le matin, et tu recevais à 17 heures, 18 heures, etc. Et alors, attendez, attendez. Et ils ont écrit sur sa pédagogie, c'est qu'en vérité, t'attends, et des fois, la personne, elle part, quoi. Parce qu'en vérité, ils pensaient que c'est la personne elle-même, elle doit trouver son truc. Tu vas voir le rabbi, tu penses que c'est le rabbi qui va te sauver. En plus, ça fait Freud. Freud. Non, mais 8 heures à attendre pour après, c'est nul. Moi, je l'ai vu, je nous ai attendu comme ça, je sais pas, 10 heures. Et alors, c'est la communication par la non-communication. Alors, dans le livre-là, l'élu, il développe ça, ce rabbi chassid, qui avait un fils,
et il ne parlait pas. Mais d'ailleurs, il y avait en Pologne, il y avait un rabbi, je sais pas, il y a 100 ans, il l'appelait le rabbi Achotek. Il se taisait. Il y avait ses élèves, je sais pas, il y avait 100 élèves, ils disaient rien. Si je puis parler, dans le bouquin de l'auteur, il manque du contexte dans ce que tu dis. Le- L'enjeu, c'est pour ce Rabbi chassidique, c'est que il ne faisait pas la pédagogie du silence avec tout le monde, Oui, avec son fils. que avec son fils. Parce Qu'avec son fils. il pensait que son fils devait logiquement lui succéder, et donc c'était une sorte d'épreuve et de pédagogie extrême à son encontre. Mais dans le livre, qui est un livre fictif, ça marche pas, puisque le fils, c'est la cause du fils D'accord. qui lâche. Bon, parce que c'est le choc culturel, Voilà. l'Amérique, etc. Il n'est plus l'élu, justement, Voilà. comme le titre du livre. Mais en Pologne, il y avait cette pédagogie et avec effectivement les élèves d'exception, euh, avec les élèves d'exception. En vérité, l'élève doit, à l'intérieur de lui-même, s'auto-éduquer. Voilà. S'auto-éduquer. Donc, c'est pas avec tous. Donc là, il dit, il a grandi parmi les Chachamim. Il y avait un rabbi en Pologne, ils l'ont appelé un rabbi Achotek. Donc, si déjà les Chachamim, eux, qui ont des choses à dire, alors j'ai vu que eux, ils parlaient avec parcimonie. Kol shekem l'adam shenam Chachamim, raison de plus que ceux qui ne sont pas Chachamim, il ferait mieux de se taire. Pirouche, lo matzati la gouftov et la shtika. Je n'ai pas trouvé mieux. C'est un peu rapide quand même, je trouve. Hein. C'est un peu rapide. Hein. Je vais peut-être développer. Moi, j'ai vu dans Rav Narman de Braslav une lecture de cette Mishnah. Il dit que il y a dans la création des pans, des questions qu'il vaut mieux pas aborder. Des questions que si tu les abordes, tu sombres. Alors, il explique en vérité, pour que Dieu puisse faire une création, on sait, vous savez, la notion du tzimtzum, que Dieu s'est retiré. J'ai vu une explication que Ote Or Kassalma, hein, vous connaissez le verset? Dans le Télim de Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh 104, hein, dans le Télim, Ote Or Kassalma. Traduisons. Il s'est entouré de lumière comme un habit. Or, l'habit, il te l'habille, il te le cache. L'écran, Il fait écran. Or là, la lumière est l'habit de Dieu. En vérité, la création de la lumière cache Dieu. Ça, c'est Rabbi Nachman qui dit ça? Non, ça c'est le pshat du le pshat du verset. Ça, c'est le pshat du verset. Donc, même la lumière, on pourrait dire la connaissance, quelque part, nous obstrue de Dieu. C'est une manière de percevoir Dieu. Un habit, je vois ta chemise, donc cette chemise, il y a M. Bertrand derrière la chemise. Et quelque part, c'est faux, parce que on n'est pas nu, on ne veut pas se montrer nu. Donc on se cache quelque part avec cet habit. Donc la lumière que Dieu a créée est quelque part l'absence de Dieu. Une manière de le percevoir, mais aussi de se cacher. C'est ça, Oté, or,
il, euh, il recouvre de lumière les choses comme un habit. Alors, euh, pour qu'il y ait autre chose que Dieu, il faut un vide. Alors, il dit, c'est ça que j'ai vu ça dans Rav Nachman, ça lui dit, entre les Chachamim, c'est-à-dire que il y a la Chokhma, mais entre la Chokhma, il y a du vide. La Chokhma, elle ne peut pas tout aborder. Il y a des sujets, par exemple, tu vas dire comment ça se fait, tu vas dire comment ça se fait que on dit que le monde est là 5785 ans et qu'on a trouvé dans les grottes d'Altamira il y a 22 500 ans des fresques magnifiques. Alors, tu vas me dire, bon, je sais pas quoi. Après, tu vas me dire, ouais, comment ça se fait qu'en Amérique même, on a trouvé ou des trucs. Je veux dire, bon, d'accord, on va trouver des théories aussi. Après, en Amérique, on a trouvé des grottes, machin, avec des fresques il y a, je sais pas combien de milliers d'années. Alors, monsieur, je dis que des trucs, je sais pas répondre. Ah, tu sais pas répondre. Peut-être. Truc, non, on ne sait pas répondre. Et un autre, il va dire, dites-moi, si il y a Dieu, pourquoi il y a eu la chose? Très bonne question, mon camarade. Très bonne question. Et alors, ben, vaut mieux se taire. Non, c'est des trucs, tu ne peux pas répondre. C'est pas répondre. Pourquoi, je ne sais pas, moi, c'est pas répondre. C'est pas répondre. Il y a pas, même, il y a pas de réponse. Pas. Il vaut mieux se taire. Alors, C'est la goutte, c'est-à-dire que la forma ou le kama, ou... oui, mais dirait que justement, l'objectif non, final, mais c'est si le tu goutte. veux, parce que le, le, les gens, intellectuellement, ils vont rentrer là-dedans. Et ils foutent leur vie en l'air. Ils foutent leur, leur vie corporelle. Leur vie corporelle, nous, on est des êtres limités. On est limités. On ne peut pas. On peut pas. Notre corps, notre corporalité, notre simplicité, on ne peut pas. On n'a pas les outils. On ne peut pas. On peut pas, même. On peut pas. Ah, vous êtes obscurantiste. On est obscurantiste. Je préfère être obscurantiste et vivre que pas obscurantiste et me foutre en l'air. Ça, ça se discute. Alors, c'est ça, la gouffe. C'est toujours en l'air. C'est à l'autre, il va dire, dites-moi, quelle est la différence finalement entre une amibe, entre un éléphant et un être humain? Pourquoi vous faites un spécisme? C'est un arbitraire. C'est un arbitraire. Pourquoi une espèce est supérieure à l'autre? T'as raison. T'as raison, mais je ne veux pas me foutre en l'air et je continue. Ah, vous êtes obscurantiste. Je suis obscurantiste. Mais trouvez ça mieux pour vivre. Et ma femme m'a dit dans les programmes là, pour des enfants de 3 ans maintenant, il faut parler des LGBT. Ils sont fous, ils sont fous. Non, c'est dans lequel dans votre... ah, bah, Betrana, enfin, je sais pas. Je sais pas comment ils vont s'arranger, mais les programmes officiels maintenant, ouais, à 3 ans, il faut expliquer aux enfants, on peut avoir deux papas, deux mamans. Non, c'est absolument terrible, j'en doute pas. Ils sont fous. C'est pas le programme. Eh ben, il y a des programmes. Elisabeth Bornstein, elle te fait. J'adore le concept de programme, de Première section de maternelle. Ok. Bon, non, mais c'est vrai, il y a un côté, on se prend en l'air, oui. Ok. Ouais, on se prend en l'air. N'empêche, bon, si on voit la Shtika, c'est le bienvenu du groupe, la génération de nos jours, c'est une catastrophe, parce qu'avec la multiplication de la liberté d'expression, tout le monde discute sur tout. Moi, je me rappelle qu'il y avait un sujet d'actualité, il y avait deux choses. Là, de nos jours, il y a chacun qui fait son donne son avis, et avec chacun a un avis sur tout, donc la Shtika, c'est un four. C'est leur Ouais, ouais, Donc, ouais. on dirait que là, Parole. c'est-à-dire que c'est même c'est-à-dire que dans le monde d'homme, et même pas seulement dans le monde d'homme, c'est-à-dire on dirait qu'il y a toujours besoin de donner son avis sur tout, les débats et compagnie, les libertés d'expression, et c'est à l'antithèse de ce qu'on nous enseigne au chez nous. C'est tout. On n'a pas des choses à dire sur tout. Les choses, on peut dire des choses sur tout.
Non, mais là, Alors, je dirais que tout doit être développé, tout doit être débattu, tout doit être. Voilà. On va demander à Rachel Kahn qu'est-ce qu'elle pense de cette Mishnah. Et à Devers, comment il s'appelle? Attendez. C'est Patrick, mais Nathan Devers, c'est pas qui c'est. Fils de Lionel Lac. Ah, il est devenu chroniqueur, mais c'est pas la télé. il devait devenir rabbin, et puis il a fait un livre qui C'est un truc à la télé. C'est pas parce qu'il était une semaine à Beth Levi qu'il est devenu rabbin, ça va. Comment? Non, mais style, quoi. C'est pas. Mais c'est Un mec, il a une semaine dans une yeshiva, il a fallu être rabbin. Quelle télé? Stembel, n'importe quoi. Ouais, c'est ça, rabbin, classe. On y va, on continue. Pirouche. Alors, Pirouche. L'omatzate la gouftov et la shtigra. Bema shadam bal gouf. Étant donné que l'homme a un corps, il y a félo ashtika. Ça lui convient le silence. Mais c'est très très bien, Elie, ce que tu dis. C'est même tu nous as secoué là, qu'on est dans un exil de trop de paroles. Mais Zekadi bour nefesh medaberet, chachin nefesh medaberet ou koar goufani. Ah, alors là, regardez là, le Maral il sort, c'est le Joker. Que la parole, c'est l'âme parlante. Et l'âme parlante est une capacité physique. Chez Adibour, koar goufani veno sirli legamre. La parole est quelque chose de matériel, physique, n'est pas complètement intellectuel. Ça combine les deux, si je comprends bien ce qu'il dit. Mais il insiste qu'il y a une dimension. Alors, le cas Raulo Ashtika, chez l'eau, Yavo les Taout Veshibouche, il vaut mieux se taire pour ne pas arriver à l'erreur et l'embrouillamini. Qui cacher au poel bekoar adebari me va-t-elle koar rasirli. Car si tu mets en mouvement la force de la parole, tu annules la force de l'intellect. Alors, on avait vu dans le Gvurot Hashem, c'est pour ça que Moshe ne savait pas parler, parce que lui, étant donné qu'il y avait une dimension d'intellect très développée, la parole, qui est une dimension matérielle, il n'arrivait pas à trouver les mots pour exprimer son intériorité. Il y a des gens, ils sont tellement intérieurs qu'ils n'arrivent pas à parler. Je vous prends un exemple, c'est légende, hein, c'est légendaire. Mais regardez une interview de Patrick Modiano. Hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est extraordinaire. En vérité, Patrick Modiano, bon, c'est vrai, il a eu le prix Nobel, mais il est très, très particulier. C'est un prophète des temps modernes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Patrick Modiano. Ouais. Quoi? Jamais vu d'interview. Bon, tu regardes sur YouTube, c'est très facile. Hein. Mais c'est quelqu'un de très intérieur. Parce que mon épouse, elle a sorti son livre et elle ne sait pas parler en public, elle ne sait pas parler du tout. Elle ne sait pas parler. Alors pour la détendre, je lui ai montré une interview de Modiano. Et elle a adoré parce que c'est tout à fait. Un vrai écrivain, il ne peut pas parler. Il est intérieur. C'est pour ça qu'il est écrivain. Un écrivain, il est tout seul dans son truc, il ne voit personne, il écrit. Et ça lui demande du temps pour sortir précisément qu'est-ce qu'il a à dire. Et c'est exactement, Modiano, tu lui demandes, mais monsieur, vous avez écrit ce livre, alors vous défendez cette thèse. Il dit oui, alors, j'ai voulu, je ne sais pas comment. C'est un peu compliqué à expliquer ce que Vraiment, c'est comme ça? Mais c'est extraordinaire. N'est-ce pas? Non, c'est sublime, mais il est extraordinaire. Mais il est extraordinaire.
il est, il est, mais ça fait du bien, tu vois. Tu vois quelqu'un qui a du mal à dire, à écrire. Non, parce que c'est vrai, pour reprendre un peu ce que tu dis, on valorise les gens qui savent parler, c'est un beau parleur. On voit mon cher Abbé ne savait pas parler. Il ne savait pas parler. Il était tétanisé. Et, et des gens intérieurs. Mais je prends un exemple très simple. Hein. Des gens, vous savez, des gens par exemple qui ont été déportés. Alors souvent, ils n'ont commencé à parler que 50 ans après, 55 ans après. Moi, je vois ma belle-mère, elle a commencé à parler après les années 2000. Donc Auschwitz a été libéré en janvier 45. Regardez, 55 ans. Mais c'est beaucoup comme ça. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a vécu un traumatisme très très profond, il ne peut pas parler. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est trop profond. Il ne peut pas. Il ne peut pas traduire ça par des mots. Il ne peut pas. Ça prend du temps. Et ça, on peut avoir l'expérience de ça. Alors, le pourquoi? Parce que la parole, ça c'est un grand principe, c'est une grande innovation du Maharal. C'est que la parole fait marcher le corps. Fait pas marcher la langue, fait marcher les lèvres, la bouche. C'est du corps. C'est une dimension, certes, qui fait marcher l'intellect, mais qui passe par le corps. Et, et la parole dépasse souvent la pensée. Tu n'as pas les mots précis. Et si tu cherches les mots précis, tu ne dis pas grand-chose. Voilà. Et quand Raoul Ashtika, donc c'est légitime de se taire. Chez l'eau, Yavo, les détaoud, Veshibouche, pour ne pas en arriver à l'erreur et s'embrouiller. Qui kacher ou poel, bekoara de barim, va-t-elle koara sichni. Car quand il agit dans la force de la parole, il annule la force intellectuelle. Le car ishtok, c'est pour cas qu'il se taise. Veillez poel bekor et qu'il agisse dans la dimension de l'intellect. Asher eno gufani kemo sheu kohar de bari shelo imalet minataout. Que c'est pas une dimension matérielle, physique, qui est parce que la force de la parole ne peut pas est indemne de l'erreur. Il faut que tu saches que l'intellect et la parole sont deux opposés. Qu'est-ce que je dis? L'intellect et le corps sont deux opposés. Excusez-moi. Les Fikar Amar en la gouf tov et l'acheter. Pour ça, il n'y a rien de meilleur pour le corps que le silence. Vélo Amar, l'eau y a fait la gouf à Dibour. Il ne dit pas c'est pas bon pour le corps, la parole. Kilomètre d'Adibour à Chisserod. C'est pas. Le défaut n'est pas dans la parole. Rakshi a fait Ashtika, qui est des choral du fol Bekora Sirli. Tout le temps que je passe à parler, je n'investis pas dans la force de l'intellect. Je affaiblis l'intellect puisque la parole, elle est de physique. En fait, je vais dans l'apparence d'être un orateur. Oui. Les Eban et la Med qui cachaient l'Ishtok, que lors il se tait, Az Asechel Poel Poulato. Quand il se tait, l'intellect fait son action. C'est impossible qu'agissent dans l'homme deux choses concomitantes qui sont opposées, qui se mitralfim, l'intellect et le corps. Fikar imkoar agouf shua sechel, imkoar agouf shua sechel adebari poel. C'est pour ça la capacité du corps, qui l'intellect parlant agit, en asechel ayuni poel. L'intellect réflexion n'agit pas, mais il y a beau les détails. Non, vous savez, là, c'est vraiment, là, excusez-moi, c'est la psychologie des profondeurs.
que tu as des gens, bon, dans la société, on aime les gens qui parlent, hein, mais tu as des gens qui ont besoin de réfléchir, qui, et qui ont du mal à parler. Alors, tu vas leur dire qu'ils fassent de la psychologie, des thérapies pour apprendre à parler. Non, c'est pas ça. C'est que c'est des gens qui ont un besoin de réflexion et de pensée. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Il faut définir c'est quoi parler, parce que souvent on apprend que pour étudier, il faut étudier avant. Oui, alors ça c'est très bien. C'est-à-dire, le Midrash dit, le Midrash, le premier Midrash Rabbah sur Devarim, il dit que Moshe Rabbeinu, il dit Loïch Devarim, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, c'est dit X fois dans la Torah. Et on voit que le livre de Devarim, c'est un discours que Moshe Rabbeinu a dit pendant 40 jours. Alors, le Midrash dit, c'est un peu bizarre, quoi. Le mec, il s'est détendu, quoi. Il a fait Qu'est-ce qui lui est arrivé? Réponse, Marpé Lachon Etzraï. L'étude de la Torah guérit la langue. L'étude de la Torah, c'est-à-dire, l'étude de la Torah, c'est très bien. La question de Jonathan, elle est parfaite. L'étude de la Torah guérit la langue. Parce que la Torah, l'étude de la Torah, il y a une union dans la Torah entre l'intellect et le corps. La Torah, elle n'est jamais spéculative en tant que telle. Par exemple, t'étudies comment la dernière séance, on a vu comment on prend Troumat Maaser. Donc l'intellect infini d'Hachem, on le voit comment on va le vivre avec la récolte, avec le blé, avec les fruits et machin. Donc il y a une union on voit les plus grands maîtres, c'est les alachistes qui arrivent la grande pensée à la concrétiser dans la corporalité. Et quand tu étudies, eh ben, ton corps, il étudie. Tu étudies, mais tu étudies aussi, justement, quand tu étudies, par exemple, on dit, voilà, on étudie du Maharal. Il y a une phrase, on ne la comprend pas. Comment tu la comprends? Comment tu la comprends? Tu dis comment. Donc là, tu essaies d'exprimer précisément ce que tu penses. Donc tu fais tu apprends à unir ta pensée à une expression précise. Oui. C'est pas, c'est justement la Torah. La Torah est une forme de thérapie. C'est une thérapie. Le chêne, le sang, Mais c'est une thérapie, ça veut dire, c'est une thérapie. Comment? Fonctionnel entre le corps et l'âme. Voilà. Et que la corporalité va être l'expression de la pensée, et pas un à peu près. Je veux bien, mais c'est pas ce qu'il dit. Comment? Les Chachamim eux-mêmes, ils sont dans le silence. Parce qu'on ne peut pas associer deux notions antinomiques qui sont le Sechel et le Guf. Il parle des Chachamim. Oui, Il parle pas du chouk. oui, moi, je parle de Moshe Rabbeinu. Ouais, Moshe Rabbeinu. Okay, on va continuer. Oui. C'est bien connu que le fait de s'exprimer, ça permet d'entendre des choses qu'on n'aurait pas, même pas pensé. Et c'est extrêmement important, c'est parce que des fois on pense des choses, ces choses-là peuvent être fausses, et le fait de pouvoir les confronter, ça nous permet aussi de corriger cette erreur-là. Donc de dire que le fait de s'exprimer, c'est ça qui amène à la taou, c'est un peu, enfin, je l'adhère par là.
Oui, C'est juste que la Havruta, c'est pas en silence. Est-ce que c'est de l'étude? Et alors, est-ce que l'étude n'est pas dans un autre scope que ce dont on parle? Et sur quel domaine on dit qu'ils se taisent, ces Chachamim? Voilà, peut-être que, justement, je reprends ce que disait Elie. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'antisémitisme en France? D'accord? Alors, alors, possible. bon, ok, d'accord, merci. Alors, l'imbécile, il a quelque chose à dire. Non, l'imbécile, il a quelque chose à dire. Mais le Chacham, peut-être qu'il dit, moi, je ne sais pas. Tu vois? Parce que là, ce n'est pas l'étude de stricto sensu. On dire, qu'est-ce que vous pensez de la politique de Bibi Netanyahu? Je ne sais pas, moi. Tu me demandes, j'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Quand je dis j'en sais rien, j'en sais rien. Mais je te dis, j'en sais rien, j'en sais rien. Je connais pas le dossier, il ne m'a pas demandé mon avis, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu penses? Bon, tu as des choses, tu peux avoir. Bon, est-ce qu'il faisait beau aujourd'hui? Ça, tu peux dire, il faisait beau, il faisait pas beau. Mais il y a des choses, les gens, ils vont donner leur avis. Voilà. Ils sont sur CNews, il y a Pascal Pro, il y a machin. Tout le monde donne son avis. bien renseigné, le rabbin. Les GG, RMC, les GG, RMC, les France Info, les informés, ça va partout. Tu passes du temps dans les embouteillages, toi. Hein? Tu passes du temps dans les Non, mais des fois, je embouteillages. les écoute, ils parlent pour... Des fois, ils parlent. On dirait qu'ils connaissent le monde, ils connaissent tout, ils connaissent l'intention de Netanyahou, l'intention. Tu connais rien. Tu connais rien. Alors, Non, là, donc là, de quoi on parle précisément? Comment? ouais, mais... Non, mais il y a des D'accord. auditeurs. Non, mais sur quel domaine il parle? Voilà. Quel domaine il parle? Alors, regardez, on va continuer. J'entends hein, très, très bien, Gabriel, très bien. C'est très bien ce que tu dis. On continue. Mais il y a un grand ridouche. Il y a un grand, disons, ici, il y a quand même un joker énorme de dire que la parole est une dimension, une dimension de la corporalité, c'est un ridouche. C'est un ridouche. Le... Mais en ayant dans ma famille des personnes qui ont du mal à parler, euh, ça me permet de me rapprocher d'eux, de comprendre que euh, des personnes profondes qui ont besoin de penser et exprimer, c'est un dévoiement pour eux ou pour elles. C'est une souffrance. Parce il y a quelque chose aussi qui Souffrance. dit Mais tu as raison que on dit que Vaï Adam le Nefesh Chaya, l'homme est devenu une âme vivante, on que l'on se traduit, une âme qui parle. Donc c'est par la parole qu'on vit. L'homme est vivant par la parole. je pense que ce qu'il dit aussi, c'est que nécessairement, on trahit ses règles quand on exprime quelque chose. Parce que le cerveau, l'intellect, il est infini. Et la parole, elle est finie, justement. Elle est finie. Oui. Donc peut-être qu'il y a cette idée-là. Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas absolu, ouais, ce que toi tu dis. C'est un aspect des choses, c'est pas absolu. Okay. Des fois, par exemple, on voit l'alcoolique anonyme, là. Par exemple, quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool, ils font une thérapie de groupe où, où extérioriser leurs idées fausses, et se réhabiliter et se désintoxiquer. Donc, là, une thérapie de groupe où c'est un groupe de parole. Et la parole, elle est elle n'est pas que réductrice à une mauvaise réalité, c'est qu'elle est libératrice. Elle est libératrice des mots qu'ils ont, des obsessions. Et donc, la parole peut être, non seulement, peut être là, dans ce cas, complètement bénéfique et thérapeutique. Pour le corps. Absolument. Et pour le corps et pour l'âme, pour le rétablissement total. Voilà. Donc, il faut bien savoir de quoi précisément on parle ici, parce que là, ce que vous dites est très, très juste. Hein. Donc, c'est contraire à ce que le Marat dit ici. Très bien. Finalement, ça, il exprime sa réflexion. Et quand il exprime sa réflexion, c'est pas en période de réflexion additionnelle.
Mais si, au contraire, des fois, par exemple, des fois, tu vois, par exemple, quelqu'un qui fait un cours, qui a préparé un cours, eh ben, sans l'exprimant, en le confrontant aux autres, qui trouve qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'il n'a pas pensé. Il découvre qu'est-ce qui était à l'intérieur de lui qu'il ne savait pas. C'est vrai que c'est l'air de dire. Il a l'air de dire le contraire. Hein. Donc on est choqué. Ouais, ça va pas, ça va pas, ça passe pas, ça passe pas. On y va. Le cas Raouchishtok, le cas Raouchishtok, donc c'est juste qu'il se taise, qu'il ne passe pas en mouvement cette force de parole. Alors l'intellect est en action. וזה שן טוב לגוף רק שתיקה, שוודאי יפה נאי לגוף שישתוק. C'est pour ça que ce n'est pas meilleur pour le corps que le silence. Indubitablement, c'est bon pour le corps qu'il se taise et qui donne une place à l'intellect qu'il agisse. Veilla gouf tafel mipneze, que le corps soit secondaire par rapport à l'intellect. Velov sheye agouf zanav la rayot. Donc c'est juste et convenable que le corps soit la queue du lion. S'il parle de trop, l'intellect est annulé. Et que l'intellect alors serait la queue par rapport au renard. Venkan sechel klal. Le fakar amar lo matzaki la goufkov et la shtika. C'est pour ça que je n'ai rien trouvé pour le corps meilleur que le silence. Beta macher amarnou. Omi pneze, kol ksil marbe dvarim, c'est pour ça l'imbécile il parle tout le temps. On en prend pour notre tronche, ouais. L'imbécile parle tout le temps. Tout journaliste est un imbécile. Excusez-moi de. Attends, laisse les journalistes, fais-moi plaisir. Non, regarde, fais-moi plaisir. Justement, non, c'est très intéressant. Le métier de journaliste est un métier de perdition. Mais ça, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis toujours. Il y a une différence entre un écrivain et un journaliste. C'est antagonique. D'ailleurs, notre ami Clément Velrenal, il dit, quand il a fait l'école de journaliste, il a dit, vous allez être journaliste à l'écrit, journaliste à l'écrit, sachez que l'article que vous allez faire, ce soir, ils écailleront leur poisson dans l'article que vous avez écrit. Comme ça, il y a une loi. Oui, c'est un peu daté, quoi. Hein, d'accord, mais bon, quand il a appris, je sais pas, il y a 40 ans, à l'école de journaliste, et sachez, donc, prenez votre métier de manière humble. Ils n'ont pas eu le mémo. Comment? Ils n'ont pas compris le mémo, visiblement. Voilà. Ok. Dans le meilleur des cas, un journaliste, c'est un vulgarisateur, mais voilà. C'est l'immédiateté. Ils le sont c'est plus. horrible. Ils le sont même plus. Ça, Rav Bilbon, toujours, il m'a dit, fais attention aux journalistes, c'est des imbéciles. Même s'ils sont intelligents, ils deviennent bêtes. Confirme. Ah. Être journaliste, c'est aussi faire de l'investigation, démontrer des choses qui ne sont pas visibles, cachées. Donc, le journaliste, c'est pas quelqu'un qui a. C'est majoritairement tout le cas. Non, c'est bien, Rémi. Non, c'est intéressant. Non, il y a un journaliste. Ça, il y a des débats, là. C'est pas qu'elle a bougé, c'est qu'elle a massivement bougé. Peut-être, oui. On peut dire que quand même, on peut pas, quand on dit ça, on délégitime ceux qui peut-être ne sont pas nombreux et qui font quand même un travail très important. C'est bien. Alors, c'est le plus fort qui peut nous faire croire ce qu'il a envie de te faire croire. Là aussi, on peut. Alors, non, mais regardez, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que la difficulté,
Et la niaiserie, justement, ça va avec le sujet, c'est de parler avec des généralités. Donc là, justement, j'ai parlé trop vite. Parler trop vite. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, et ce que tu dis, Rémi, c'est tout à fait juste, que dans le journaliste, il y a plein de sortes de journalistes. Plein de sortes de journalistes. Et d'ailleurs, tu as des écrivains qui sont aussi des journalistes. Il y a un grand écrivain euh, euh, hongrois, Sándor Márai, qui a beaucoup écrit là-dessus. Entre parenthèses, Alexis Morel devait venir ce soir, moi, il n'a pas pu, mais c'est lui qui m'a fait découvrir, ainsi qu'à mon épouse, un grand écrivain hongrois qui s'appelle Sándor Márai. Et il a beaucoup écrit sur le fait d'écrire, d'être écrivain. C'est grandiose. Lui, c'est un grand écrivain qui écrit des livres majeurs. Et à un moment, il dit dans un de ses livres qu'il a été sollicité pour écrire sur l'actualité. Et, et ça a été un travail très intéressant pour lui de réfléchir sur, en tant qu'écrivain sur l'actualité. Donc, il y a, il y a, il y a plusieurs aspects, c'est vrai. Mais souvent, hein, les journalistes, Un peu du vécu, hein. les journalistes, moi j'ai été souvent au fil des années interviewé par des journalistes qui sont dans la superficialité, mais la plupart, hein, mais tu pleures. Ils sont dans l'immédiat. Et tu as raison, on peut pas. Il y a des grands journalistes comme Albert Londres, ou que sais-je. C'est aussi ce qu'il disait. C'est-à-dire que Tintin, les gens de Tintin, Tintin, c'est un journaliste, non? Tintin. Il est plus. Tintin, c'est un journaliste. Reporter. Un reporter, c'est un reporter. Petit 20e. Et, un reporter et une seconde, et Spirou aussi. Non, Spirou, c'est un gros. Non, Tintin, c'est un reporter. Dans Spirou, il y a assez petits. Oui. Ah, d'accord. Après, le métier de journaliste, le spectre est assez large. Il y a les Voilà. investigateurs. Moi, c'est surtout c'est les chroniqueurs. Moi, les chroniqueurs, ça, c'est vraiment, leur métier, c'est de parler. Parler avec c'est ça que je pense. forcément pas la connaissance sur le sujet, pas les. Surtout, moi, c'est un truc, je pense que je ne suis pas le seul. Par exemple, quand il serait palestinien, il parle comme s'il connaissait, mais ça manque un rôle totalement de fou. C'est des chroniqueurs. C'est un sujet. C'est pour revenir sur le sujet. D'accord, tu le remarques parce qu'il y a un sujet que tu le connais. Mais crois-moi, c'est sûr. Tu fais un millénaire. Sur tous les sujets. Tu fais un millénaire. Ils sont spécialistes de rien. C'est ça. Il parle de tous les sujets comme s'il était spécialiste de tous les sujets. Oui, voilà. Et nous allons demander à un expert. Mais c'est ce qu'on leur demande. C'est ce qu'on leur demande. C'est pour ça que. Alors, on y va. Non, au contraire, c'est magnifique. Merci beaucoup. Pipressé, Kolksil, Marbel, c'est pour ça un imbécile parle beaucoup. Chassechel Vagouf Shne Afachim, que l'intellect et le corps sont deux opposés. Achacham Kacher Ifal Tamid Besichlo Benopel Bedibur Agoufani. Le Chacham, quand il agit toujours dans l'intellect, alors n'agit pas de la force de la parole. C'est Shamar Lomatzek dit, c'est pour ça que j'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. C'est-à-dire que le corps doit être à sa place. Donc là, c'est tout à fait une lecture. La lecture du Maharal, me semble-t-il, c'est la suivante, que le corps doit être à sa juste place. Et s'il n'est pas à sa juste place, c'est mauvais pour le corps. C'est quoi la juste place? Qu'il soit secondaire par rapport à l'intellect. Car si tu donnes trop de place au corps, il se dissout, il part au cacahuète. Chez Kol Gouf Eno Poel Klal, pour la maîtresse, c'est un effet Poel Vedoag. Parce que tout corps n'agit pas en tant que tel. L'action, c'est le nefesh. Le nefesh agit et pas le corps. Le fikar amar bema chez Adam bal gouf. Étant donné que l'homme a un corps, venefesh, c'est le kohar moudba bagouf. Chez nos kohar sikhni nifdal. Le nefesh qui parle est une force unie dans la corporalité. C'est pas une force de l'intellect séparée. C'est pour ça, c'est légitime
que le silence plus que la parole. מפני כי הגוף אינו פועל, ראוי לו ההיעדר מן הפעולה. Car le corps n'est pas agissant. Donc, ראוי לו ההיעדר מן הפעולה, c'est pour ça que ça lui convient l'absence d'action. בפרט הדיבור הוא פועל גדול בה שלא נמצא שאר בעלי חיים. Or, c'est-à-dire, le trop de parole développe la corporalité. Donc, ce qui veut dire que le corps en tant que tel n'est pas agissant. C'est le nefesh qui va lui donner, c'est le nefesh qui va lui donner un poids. Or, si la parole, qui est une force incroyable, parce qu'il n'y a que l'humain qui a la parole, si tu agis trop sur la parole, donc tu donnes trop de place à la corporalité, ce qui n'est pas légitime. D'abord, c'est ça qui est juste. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus. C'est bon. On est mignonne, on fait Maïriv. Hein, c'est bon? Oui. Vous pouvez vous additionner. Hein, c'est bon. Merci les amis. Bonne soirée. Alors, Merci, bonne David soirée. Cohen.